Bienvenue pour ces nouveaux ateliers virtuels du GERS. Ça fait maintenant bientôt 1 an que le GERS a démarré cette session d'atelier, ces sessions d'atelier. Et ben, vous êtes toujours aussi nombreux à y participer, déjà à vous inscrire. Vous êtes plus de 700 inscrits et on est déjà à plus de 500 même participants déjà à la session. Nous sommes également suivis sur Pharma Radio, que l'on remercie, et de nombreux pharmaciens d'officine ou personnes travaillant en officine nous suivent également. Alors, ben, ces ateliers, on le voit à chaque fois, sont rendus possibles grâce à la position du GERS au sein de l'écosystème pharma CGDIM et grâce à l'ensemble des données que nous récoltons dans l'ensemble des BU du groupe, qu'il s'agisse de l'activité au travers des logiciels médicaux, de SmartRx, pour les pharmaciens, des données de SmartRx 360, les données qu'on récolte auprès de Futura Media, CMedia, MedExact, et également tout ce que l'on utilise et qui provient de la BCB, et bien entendu toutes les données du GERS. Alors, ces données sont des données qui sont partagées largement aussi avec les autorités, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, du ministère des Solidarités et de la Santé, de la DGS et de la NSM, à partir soit des données hospitalières, le StatOp, les données de prescription qui sont utilisées officiellement par l'ANSM et le CEPS dans le suivi de l'analyse de la prescription, à la fois chez les médecins généralistes et chez les médecins généralistes en ville, et puis également à partir des données d'achat et de distribution des officines, le sell-in, SogNow, SogEarly, le sell-out, les données de GERStructure, et enfin le petit dernier, les données de Mediprime qui permettent de suivre le suivi des baisses de prix. Donc voilà, je vais laisser tout de suite la parole à David pour d'abord faire un point sur la situation en médecine de ville et sur l'activité. On verra le remboursable, on verra ensuite toute la partie sur l'automédication et le self-care, et on terminera par une synthèse sur le nouvel accord 4 qui a été signé hier entre le LEM et le CEPS. David, c'est à toi. Merci Patrick. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, presque 1 an, comme le disait Patrick, que les ateliers ont été lancés. On va le voir sur les courbes, le début du rodéo. Donc, sur la médecine de ville, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce mois de février, de ces premiers jours du mois de mars? C'est que toujours un trafic en médecine générale en recul par rapport à l'année dernière. On voit qu'on est à moins 8% sur les 4 dernières semaines et moins 7 depuis le début de l'année, avec toujours la même position pour la téléconsultation. Entre 6 et 7% des consultations aujourd'hui sont faites en distanciel, donc téléconsultation qui est clairement arrivée à un plateau depuis la fin de l'année dernière. Ça correspond globalement entre un tiers et 40% de ce qui a été fait en volumétrie sur le mois d'avril. Sur les spécialités, là aussi, on recule par rapport à l'année dernière en termes de consultation. On va essayer de positiver un peu. Cardio, diabéto-endocrino et gastro, on est quasi au même niveau que l'année dernière, moins 2, moins 3%. Neurologue, moins 5. Et on voit gynéco, pneumo, psychiatre et rhumato en fort recul par rapport à l'année dernière, de moins 10 à moins 14. Donc, c'est vrai, un trafic en médecine, que ce soit médecine générale ou médecine spécialiste, en recul par rapport à l'année dernière. Le point sur les nouvelles présomptions de récidive, on le voit effectivement avec l'arrivée des différents variants. On a des nouvelles présomptions qui ne font que croître. Et effectivement, on le voit sur la part des récidives qui est importante. Mais là où on voulait assister aussi avec les équipes, c'était des premiers chiffres sur les patients vaccinés
par le vaccin AstraZeneca Covid-19 chez les médecins et de regarder indépendamment de toute polémique sur la volumétrie en termes de patients. Nous, aujourd'hui, on est sur 3 000 à 4 000 patients analysés. Et premier constat, l'âge médian de ces patients est de 60 ans tout pile, avec 3/4 des patients qui ont 56 ans et plus, et 10% d'entre eux ont plus de 65 ans. Quand on regarde, on a quasi une parité entre hommes-femmes, 55% d'hommes, 45% de femmes. En termes de pathologies associées, on voit beaucoup plus effectivement de patients diabétiques, 25% des patients qui ont reçu le vaccin la première semaine, l'hypertension aussi comme pathologie associée et l'asthme. Et dernier point, on le voit sur l'IMC, naturellement, les personnes en surpoids et en obésité se sont fait vacciner, 80% des personnes vaccinées, alors que dans la population totale, on est moitié-moitié entre ce que je vais appeler avec moquerie les gros et les tout maigrichons. Donc, par rapport à ça, donc, les premiers chiffres, donc, on va pouvoir suivre l'évolution de cette vaccination au fil des semaines et de voir notamment par rapport à la semaine prochaine l'impact aussi de la dispensation dans certaines régions auprès du réseau officinal. J'en profite sur ces données patients, faire un point. Donc, à la fin du mois de mars, du coup, il y aura un webinaire avec un chercheur de l'Université de Birmingham sur l'usage des données en vie réelle et la recherche permet-elle une meilleure prise en charge. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est effectivement, ça sera centré sur une étude de cas sur la BPCO, mais surtout de voir comment ces données en vraie vie permettent d'être actionnables et de pouvoir voir comment on va pouvoir avoir une meilleure prise en charge à travers ces analyses-là. Alors, sur l'officine, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, vous allez le voir la dernière semaine. C'est tous des premiers jours de mars. On était en 2020 à la course au 16 mars, qui était l'annonce du confinement. Mais ce que vous pouvez regarder, c'est que sur le total du réseau officinal, on a quand même sur les 4 dernières semaines, moins 2,4 en termes de chiffre d'affaires, avec une baisse de la prescription de ville de moins 3% sur ces dernières semaines. L'hôpital, la prescription d'origine hospitalière freine un petit peu au ralenti, reste quand même à plus 4%. Et le conseil en officine plonge. Vous pouvez le regarder. Dernière semaine, vous allez voir avec Patrick et les équipes, on vous a réservé certaines courbes qui sont vertigineuses. Je pense qu'on a bien fait de faire cet atelier cette semaine-ci et pas attendre la semaine prochaine, parce que vous allez voir sur certains segments, les courbes sont très étonnantes. Donc, on voit le conseil en officine dégringole, notamment sur la semaine dernière, et effectivement, sur ces 4 dernières semaines, on est à moins 11%. Quand on raisonne par taux de TVA, il faut tenir compte aussi du calendrier et de voir ce qui a changé. Le 2,1 reste globalement le remboursable. On voit effectivement moins 1% sur ces dernières semaines, flat depuis le début de l'année. Globalement, pas grand-chose. Sur le 5,5, alors le 5,5, certes, c'est complément alimentaire, c'est aussi les denrées alimentaires et c'est aussi le gel hydroalcoolique. Et donc, vous pouvez le voir sur ces dernières semaines, sur ce segment-là qui était historiquement toujours en croissance. On est arrivé à 0%. On verra tout à l'heure l'impact, notamment sur les compléments alimentaires et le gel hydroalcoolique. Mais vous voyez, les courbes se croisent. On va avoir ce petit yo-yo et 0% sur le taux de TVA à 5,5. Alors, le 10%, très porté par l'OTC, le médicament de prescription médicale facultative non remboursé. Et là aussi, moins 12%, accélération de la baisse sur les derniers jours. Mais vous pouvez regarder, on a vraiment une linéarité fulgurante semaine après semaine sur le taux de TVA à 10% au fil des semaines. Et sur le 20%, qui mélange à la fois les dispositifs médicaux et la cosmétique, on le voit, moins 8%, et surtout une envolée l'année dernière, la première semaine du mois de mars, qu'on n'observe absolument pas cette année. Et quand on regarde le trafic par rapport à la monographie du GERS et par rapport aux attitudes et au comportement des pharmacies, eh ben, on revient un petit peu
sur une nouvelle encore normalité, puisque vous pouvez voir là où on avait un trafic plus important dans les officines de proximité et dans les pharmacies AMM, donc à gauche du graphique, plutôt petite pharmacie ou inférieure à 1,5 million, très centré sur l'accompagnement des patients. On voit un trafic sur ces 4 dernières semaines qui recule, moins 16 et moins 17%. Et on le voit, les entreprises sont à moins 14 et les multispécialistes et contemporains résistent du coup mieux. On est dans les grandes villes, on est dans des endroits où déjà l'année dernière, le trafic commençait à être difficile et on est entre moins 9 et moins 10%. Et c'est vrai que quand on regarde par tranche de chiffre d'affaires et qu'on regarde le trafic, on le voit, c'est la première fois où les pharmacies de moins d'1,5 million rejoignent les pharmacies de plus 7 millions, puisque dans les deux cas, on a sur ces 4 dernières semaines une baisse du trafic de moins 15 à moins 20%. On avait vu dans les fois précédentes, on avait un report sur les pharmacies de proximité, sur les pharmacies de quartier. On voit là, sur le trafic, tout le monde pâtit de ces dernières semaines, moins 12 en moyenne, et surtout un plongeon aussi bien sur les pharmacies plus modestes, 1,5 million, et également sur les très grandes pharmacies à plus de 7 millions. Patrick, le remboursable, comment il se comporte? Alors, le médicament remboursable, il est à l'image de ce que David vous a présenté à la fois sur le CA de l'officine et sur le trafic. Quand on regarde son évolution en saline, en unité, depuis le début de l'année, on a un marché qui est aux alentours de moins 3% en unité. Et surtout, sur les dernières semaines, on voit un renforcement de cette baisse, puisque sur les 4 dernières semaines, on est à moins 5%, vraiment en corrélation avec ce qui a été présenté avant. Alors, slide suivante, quand on regarde les classes qui contribuent ou pas à cette situation, on a tout ce qui est vitamine A, vitamine D qui sont en très forte progression. Donc là, il y a eu pas mal de communication. On l'avait vu déjà la dernière fois autour de la vitamine D notamment. Et donc, une classe qui tire vraiment en unité avec plus 36% de croissance. Ensuite, il y a tous les produits qui sont liés aussi à la stomatologie et on retrouve après les tranquillisants, plus 5%. Les inhibiteurs de l'ovulation, plus 15, on parlera d'autres produits tout à l'heure avec David, et puis aussi les produits de la constipation, plus 4%. En revanche, les classes qui contribuent à la décroissance sont essentiellement les classes qui sont liées aux pathologies saisonnières. On retrouve les antibiotiques avec les pénicillines, notamment à large spectre, moins 45%. Les analgésiques non narcotiques antipyrétiques sont à moins 4% maintenant depuis le début de l'année. Les antitussifs, moins 63%. Il n'y a plus de pathologie ORL. La rhinologie également est à moins 44%. Et les corticoïdes sont également en baisse à moins 27%. Donc, des classes qui sont vraiment extrêmement affectées par cette situation. En ce qui concerne les ruptures, là, on voit que l'amélioration se poursuit, puisque depuis la semaine 15 de 2020, on voit que malgré le pic qu'il y avait eu en semaine 53, qui était la dernière semaine de l'année, il y a pu y avoir une situation un peu particulière, mais sinon, le nombre de présentations en rupture diminue semaine après semaine, ce qui est une très bonne chose et surtout ce qui montre la capacité de notre industrie à se mobiliser et à être capable d'approvisionner les officines, tout cela bien sûr au service des patients. En ce qui concerne la vaccination antigrippale, donc on avait fait un point. Là, maintenant, on peut faire le bilan complet de cette campagne de vaccination 2020 et que l'on a comparé, bien entendu, à la campagne 2019.
Et surtout, on peut voir que cette campagne a été fortement suivie et tout ce qui avait été mis en place en début de campagne a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, il y a eu plus de 16% de personnes vaccinées en plus par rapport à 2019, ce qui porte à plus de 12 millions de personnes qui ont été vaccinées. Là, on est en millions de doses, mais ce qui correspond à des millions de personnes. Donc, une très forte augmentation et surtout avec un taux de couverture des plus de 65 ans qui est en forte hausse, puisqu'il est passé de 61% en 2019 à presque 70% en 2020. Et surtout, cette vaccination s'est surtout faite sur prescription, puisque la part du hors prescription a fortement diminué. Donc voilà pour cette campagne de vaccination, et je vais laisser maintenant David continuer avec les tests antigéniques et les pharmaciens d'officine. Donc, sur les tests antigéniques, on le constate quasiment depuis la rentrée. C'est stable semaine après semaine, autour de 450 500 000 tests antigéniques réalisés au sein du réseau officinal. On dépasse les 7 millions de tests depuis le lancement de la mission. Effectivement, on va prendre le relais sur la vaccination anti-Covid dès la semaine prochaine. Mais on le voit bien, une mission qui s'installe dans le temps avec effectivement une réalisation semaine après semaine quasiment du même nombre de tests qu'on peut constater. Alors, cette fois-ci, on va partager beaucoup d'univers. On va parler d'homéopathie, on va parler de dermo, on va parler de gel hydroalcoolique, on va parler de bébé, on va parler de plaisir, on va le voir. Donc, quand on commence, déjà, self-care et nutrition, et vous le voyez d'ores et déjà, cette petite pente de la dernière semaine qui va très vite affoler les compteurs sur les semaines à venir, qui nécessitera de se poser la question sur quel sera le bon comparatif pour les prochaines semaines, un peu de 2020, un peu de 2021 selon les marchés, ou tout simplement les semaines précédentes. C'est effectivement la nature du chiffre qui nous dira quel sera le comparateur le plus pertinent pour la santé et des industriels et de l'officine. Alors, un self-care et la nutrition à moins 13%, quasiment flat dans son recul par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde les segments, on le voit, on avait déjà perdu toux et rhume étagrippal dans le top 10. Les maux de gorge restent numéro 7, moins 47%. Alors, bonne nouvelle, moi, je vois ma fille a une angine. Donc, du coup, je me dis qu'il commence à y avoir un peu de virus malgré tout. Je pense que l'école reste le point d'ancrage clé pour transmission d'un peu de virus. Douleur et fièvre en recul aussi fort, moins 22%, reste malgré tout le premier segment. L'équilibre digestif, aussi moins 17%, devient le huitième segment. Et pour autant, on le voit, tonus et vitalité, sommeil et nutrition générale sont des segments qui restent dynamiques sur ce début d'année. Et on le voit bien quand on fait cette balance du top 5 des contributeurs à la croissance et à la décroissance. On le voit que la balance, elle est clairement déséquilibrée. Le top 5 pèse pour 5 millions d'euros, alors que le top 5 des contributeurs à la décroissance coûte 36 millions d'euros au réseau officinal. Et vous le voyez, on est vraiment dans les voies respiratoires, dans les contributeurs à la décroissance, rhume étagrippal, mal de gorge, douleur et fièvre, tout, confort respiratoire. C'est le quintet de ce début d'année en fort recul. Et quand vous regardez les évolutions, c'est quand même de moins 22% à moins 60% en fonction des symptômes. En contributeur à la croissance, on est clairement dans le mal-être ou plutôt la recherche de bien-être si on essaye de positiver. Et quand on regarde les contributeurs à la croissance qui descendent et qui deviennent très fragiles sur ces dernières semaines, on voit sommeil, on voit la prévention, on voit le trouble de l'humeur, on voit la reminéralisation. On est vraiment sur ces recherches de santé plus forte
à l'intérieur. Petit zoom sur les compléments alimentaires. Alors, dans les compléments alimentaires, on a intégré, histoire de s'amuser un peu, les dispositifs médicaux oraux qui, parfois, dans le langage commun, sont considérés comme des compléments alimentaires. Vraiment, la langue française est pleine de torture. On le voit, c'est un segment qui a été globalement toujours en croissance. On est à -2 depuis le début de l'année, -5 sur les dernières semaines. Et quand on regarde les segments qui sont en croissance, c'est tonus et vitalité et sommeil. Et en décroissance, on a l'équilibre digestif, on a l'immunité défense naturelle et on a le stress qui sont en recul par rapport à l'année dernière. Alors, on voulait faire un focus parce que du coup, c'était un peu morose sur cette notion de plaisir à deux vitesses. Et donc, on a mis en regard deux marchés, le test de grossesse et les troubles de l'érection. Test de grossesse en croissance en officine, plus 11% sur ces 4 dernières semaines et plus 6 depuis le début de l'année. Donc, on est vraiment une dynamique en forte croissance. Et c'est sur ce qui est le trouble de l'érection. On le voit bien, on était autour de -4, -5% au fil des semaines. Et la semaine dernière, on est descendu à -12%. Donc, probablement lié un peu à la prise de stock pour l'année dernière en anticipation du confinement, mais effectivement, -8% sur ce segment-là. Alors, quand on parle d'hygiène et de dermo, je ne sais pas, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait toujours la question de est-ce qu'on intègre ou pas le gel hydroalcoolique. Et donc, avant de rentrer dans le marché, on s'est amusé avec l'équipe de regarder quelle est l'évolution en unité du marché du gel hydroalcoolique. Alors, en orange, vous le voyez, on le voit en officine, clairement, semaine après semaine, on est arrivé dans un nouveau état de quasiment basal du gel hydroalcoolique en officine. Par contre, vous pouvez regarder, dès la semaine 8, c'était en fanfare, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y avait un virage serré à prendre. C'est effectivement ce qui a mis à mal un certain nombre de laboratoires en termes de supply et en termes de livraison. Mais vous regardez, mine de rien, rien que l'impact de la semaine dernière sur l'évolution du gel hydroalcoolique en officine, ça fait tomber les 4 dernières semaines à -65%, alors que globalement, jusqu'à fin février, on était vraiment aligné sur ce gel hydroalcoolique par rapport à l'année dernière. Et là, effectivement, je pense que les semaines à venir vont être très défavorables. Et donc, naturellement, le graphique qui faisait rigoler l'année dernière en se disant si je mets le gel, je suis en forte croissance, et si je l'enlève, je suis en forte décroissance, naturellement, cette année, si je commence à laisser le gel hydroalcoolique dans le marché hygiène et dermocosmétique, du coup, il va plonger. Et on le voit bien en volume. Le plongeon, notamment de la dernière semaine, avec gel, -45% la semaine dernière, alors que je suis à -14% si je exclus le gel hydroalcoolique. Donc là aussi, sur le marché hygiène et dermo, on a le point du périmètre marché qui va rentrer en ligne de compte, de savoir à quoi on se compare et effectivement les dynamiques du marché. Alors en chiffre d'affaires, ça impacte moins. Malgré tout, on passe quand même du simple au double en termes de décroissance, de -5 à -10%. Alors, quand on regarde les laboratoires, alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas passé pour le self-care parce que le top 20 des laboratoires étaient quasiment tous en décroissance. Donc, du coup, ça a apporté peu de choses. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est difficile pour beaucoup de marques. Vous avez un quart de ce top 20 qui est dynamique sur ce début d'année. Premier contributeur à la croissance, c'est Eucérine, juste devant Caudalie, puis Garantia, Aquileine et Ducret. Et on voit pour un certain nombre de marques comme La Roche-Posay, comme Nux, on est dans le trend du marché, un tout petit peu mieux. Pareil pour Sanoflore. Et on voit bien qu'il y a toujours des marques qui sont challengées comme Vichy et Filorga, qui se rapprochent de Roger Cavaillès et qui, petit à petit, remontent. Alors, sur les dispositifs médicaux LPPR sur prescription, on a un marché qui reste stable depuis le début de l'année, voire plus 1 sur les 4 dernières semaines. Et surtout, là aussi, on voit métabolisme, donc le diabète et les pansements qui sont dynamiques sur ce début de l'année, la compression qui se rapproche
de l'équilibre. Quelques points négatifs. L'orthopédie qui est en fort recul sur ce début de l'année, et tout ce qui est sonde avec l'élimination rénale, qui est aussi, lui, contributeur à la croissance des DM LPPR. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce marché? Hop, excusez-moi, hop. Donc, sur l'univers bébé, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet univers? Alors, bébé, on a pris tout ce qui est nouveau-né et nourrisson, moins 19% la semaine dernière, mais moins 8% depuis ces 4 dernières semaines. Donc, cet univers est malgré tout en baisse par rapport à l'année dernière. Les segments qui sont en croissance, c'est le corps, le visage, les premières dents et la reminéralisation et les plaies. Et là aussi, moins de patho, douleur et fièvre, moins 71%, nez bouché, brûlure d'estomac, diarrhée et isotonique nez, en recul sur cette année. Et quand vous regardez la balance, vous le voyez bien, sur les contributeurs à la croissance et à la décroissance, on a un ratio de 5, plus 1 pour les contributeurs à la croissance et moins 5 pour les contributeurs à la décroissance. Alors, vous étiez nombreux la fois précédente à nous demander un point sur l'homéopathie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché? 2 choses en contexte. Premier, déremboursement total au 1er janvier et changement de taux de TVA. Et là aussi, quand on regarde en chiffre d'affaires ou en unité, on raconte 2 histoires différentes. En volume, depuis le début de l'année, on est quasiment à moins 50%. Quand je parle d'homéopathie, je parle aussi bien de ce qu'on pourrait mettre dans les unitaires, les granules et les globules, et tout ce qui est produit fini également. Donc, quasiment moins 50 en volume, moins 20 en chiffre d'affaires. Et quand on regarde les segments, l'unitaire résiste en termes de chiffre d'affaires. On va être à plus 1 avec probablement une augmentation du prix et aussi du taux de TVA. Par contre, moins 47% en volume. Et par contre, vous regardez tout ce qui est produit plus fini ou complexe, rhume grippal, moins 65%. On va avoir aussi la toux, moins 60%. Le sommeil, moins 20%. Donc, très challengé sur beaucoup de segments, beaucoup de marchés. L'homéopathie, première dent résiste, plus 8%. Les plaies aussi, plus 13%. Sur ces 2 marchés-là, on est en croissance sur l'homéopathie. Pour terminer, Patrick, un point avant de passer sur l'accord cadre sur l'hôpital. Donc, en ce qui concerne l'activité à l'hôpital, on est dans la continuité de ce que l'on avait sur les dernières semaines, sur la fin de l'année 2020 et sur le début de l'année 2021. Depuis le début de l'année 21, en unité, en UCD, on est à moins 9% donc d'achats hospitaliers, et avec une tendance qui s'est accrue sur les dernières semaines, puisqu'on est à moins 12%, malgré la remontée en semaine 7, mais c'est des variations hebdomadaires qui ne sont pas significatives. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est à noter, c'est cette situation négative à l'hôpital qui est liée vraisemblablement à deux éléments: des achats qui avaient été importants en 2020 et des stocks qui sont encore disponibles, et puis d'autre part, un certain nombre d'établissements hospitaliers ont aussi déprogrammé un certain nombre d'opérations non essentielles, et on retrouve cela dans les chiffres. Donc voilà pour l'hôpital. Donc, on va passer maintenant à l'accord cadre. On a souhaité pour cet atelier profiter de l'actualité, puisque hier a été signé le nouvel accord cadre entre le LEM et le CEPS, accord cadre qui porte sur les 3 prochaines années, donc de 2021 à 2024. Alors, cet accord cadre a été signé par le président du CEPS, Philippe Bouillou, et par Frédéric Collet, président du LEM. Il y avait 5 objectifs majeurs dans cet accord cadre qui ont été traités. D'une part, accélérer les délais pour la fixation des prix. Deuxième objectif,
favoriser l'accès des patients aux innovations thérapeutiques. Troisième objectif, stimuler les investissements et les exportations. Quatrième objectif, favoriser l'offre des médicaments qui répondent à un besoin de santé publique. Et enfin, renforcer la transparence entre les entreprises du médicament et le CEPS. Donc, on va voir toutes ces mesures. Donc, slide suivante. Alors, on a voulu commencer par cela, c'est pour souligner encore une fois le rôle du GIE Gers au sein de la régulation, et en particulier dans l'article 2 de cet accord-cadre, les entreprises conventionnées se sont engagées à transmettre les données d'activité qu'elles détiennent sur les médicaments au tiers de confiance qui est désigné par le CEPS et par le LEM, et le nom est mentionné dans l'annexe 3 de cet accord-cadre, et bien entendu, il s'agit du GIE Gers qui a été choisi pour gérer les données de référence de cet accord-cadre. Alors, elles sont détaillées dans l'annexe 2, vous pourrez les consulter. Les principales mesures, donc, comme je vous l'ai dit, tournent autour de 5 points. Donc, les mesures qui accélèrent les délais, il y a principalement le fast track, on va le voir en détail ultérieurement. Également, la possibilité d'avoir un recours à une procédure arbitrale. Concernant les mesures qui favorisent l'accès aux innovations, il y a les médicaments de technologie innovantes qui ont un statut particulier. Également les médicaments orphelins. Pour ces innovations et ces médicaments particuliers, des mesures également qui visent à avoir une plus grande stabilité et une meilleure prévisibilité des prix. Troisième mesure qui vise à favoriser, slide précédente, les investissements et l'exportation. Il y a tout un chapitre qui est dédié au soutien aux investissements et à l'exportation. Également, la comparaison par rapport aux 4 autres pays de référence en Europe en ce qui concerne les médicaments innovants qui sont entièrement fabriqués en France, et puis également un soutien pour les sociétés qui exportent. Pour les mesures qui favorisent l'offre des médicaments répondant à un besoin de santé publique, il y a des mesures qui concernent les prix des ASMR de 1 à 4 et également des mesures qui visent à avoir une plus grande stabilité et prévisibilité des prix. Enfin, des mesures qui renforcent la transparence des investissements publics en R&D et également la communication de données prospectives tant du côté des industriels que du côté des pouvoirs publics. Alors, voyons maintenant toutes ces mesures. Tout d'abord, les mesures accélérant les délais et donc la procédure de fixation accélérée ou fast track. Donc, il y a une mesure qui permettra d'avoir un accès à un prix en 15 jours en ce qui concerne les ASMR de niveau 1 à niveau 3 qui auront bénéficié d'une évaluation médico-économique lorsque la stratégie thérapeutique est dominante en termes d'efficience. Pour les ASMR 4, qui ont aussi bénéficié d'une évaluation médico-économique positive quand la stratégie thérapeutique est dominante en termes d'efficience, mais aussi avec un impact budgétaire négatif. Donc, pour les ASMR 1 à 3, c'est s'il y a une amélioration en termes d'efficacité. Pour les ASMR 4, il faut à la fois efficacité et également impact budgétaire négatif. Et pour les ASMR 5, il faut que le prix soit inférieur à celui du comparateur. Autre article qui permet d'accélérer les délais, c'est la création d'une procédure expérimentale de fixation des prix qui consiste à avoir recours à l'arbitrage du président du CEPS s'il y a eu 10 séances de négociation de prix infructueuses pour un médicament d'ASMR 1 à 3. Donc, plusieurs mesures qui visent à accélérer la fixation des prix. Autre mesure, slide suivante, cette fois-ci qui favorise l'accès aux innovations, et tout d'abord les règles de fixation des prix des médicaments orphelins. Dans ce cas-là, il y aura possibilité de solliciter le CEPS pour la révision des conditions de remise si la population cible évolue.
Autre mesure, c'est la mise en œuvre d'un travail de réflexion qui vise à faire évoluer les dispositions de fixation de prix et qui donnera lieu à l'insertion d'un avenant conventionnel si besoin. L'article 15C, lui, concerne les règles de fixation des médicaments de technologie innovante, les MTI. Donc là, c'était assez complexe de synthétiser en quelques lignes parce qu'il s'agit d'un article qui est assez important. Donc, cette mesure a pour objet de préciser les règles conventionnelles qui pourront être utilisées pour négocier les conditions de prix de ces médicaments de technologie innovante sans préjudice des autres dispositions de l'accord-cadre. Il ne faudra pas être en décalage. Les MTI regroupent les thérapies géniques, les thérapies cellulaires et les thérapies cellulaires. Et enfin, cet article précise les caractéristiques des comparateurs, les modalités de gestion de l'incertitude, puisqu'on est sur des nouvelles, sur de l'innovation, donc bien sûr, qu'on connaît moins, sur également la fixation des remises et la possibilité de signer un avenant conventionnel pour le fractionnement des paiements. Et également, les modalités conventionnelles seront insérées dans l'accord-cadre postérieurement à la fixation du cadre législatif et ou réglementaire. Ensuite, il y a également l'article 17 sur la stabilité et la prévisibilité des prix. Donc, il y aura une stabilité de 5 ans du prix européen des médicaments pour les ASMR de 1 à 3, à la fois en prix facial et en prix net, et une stabilité de 3 ans pour les autres situations, c'est pour les ASMR 4 et 5. Une révision des prix, elle, ne pourra intervenir qu'au terme d'un délai de 2 ans, suivant une précédente révision de contrat. Donc, voilà pour les mesures favorisant l'accès aux innovations. Troisième volet, slide suivante. Les mesures qui favorisent les investissements et l'exportation. Donc là, il y a création d'un chapitre qui est dédié au soutien aux investissements et à l'exportation, avec un texte qui autorise l'entreprise à rencontrer proactivement le président du CEPS pour exposer ses projets, soit en termes d'investissement, soit en termes d'exportation, et pour être informé des mesures conventionnelles sur l'attractivité et le soutien de l'exportation. L'article 11, lui, concerne les prix européens et concerne les médicaments d'ASMR 1 à 3. Et dans le cas où les principales étapes de la fabrication d'une spécialité sont réalisées en France, le prix facial ne peut être inférieur à l'un des prix pratiqués sur les 4 principaux marchés européens comparables. Donc, pour les ASMR 1 à 3. L'article 30, lui, va concerner le soutien à l'exportation. Et là, il permettra d'avoir une stabilité de prix facial de 2 ans, renouvelable une fois pour les produits dont au moins une étape de fabrication est située dans l'Union européenne, notamment en France, et dont plus de 60% des volumes sont exportés. Donc, on favorise ce type de situation. Autre mesure, David, les mesures qui favorisent l'offre de médicaments répondant à un besoin de santé publique. Et là, on s'adresse dans l'article 11 au prix des ASMR de 1 à 4. Et là, le prix facial hors taxe d'une spécialité dans une indication donnée ne pourra être inférieur au prix le plus bas parmi ceux pratiqués sur les 4 marchés européens comparables. Alors, dans 2 cas, pour les ASMR 1 à 3, si les principales étapes de fabrication sont réalisées en France, et pour les ASMR 4, si la spécialité répond à un besoin médical non ou partiellement couvert ou de santé publique lorsque existe une offre insuffisante. Enfin, l'article 17, lui, prévoit également, on l'a vu pour d'autres types de produits, mais également une meilleure stabilité, une plus grande prévisibilité des prix. En ce qui concerne les ASMR 4 et 5, où là, il y aura une stabilité pour 3 ans, et il y aura également un moratoire de 2 ans entre 2 baisses de prix. Dernière mesure et dernier objectif, les mesures renforçant la transparence et la politique conventionnelle. Donc, l'article 2
concerne en fait la transparence des investissements publics en R&D. Et les entreprises doivent déclarer au CEPS le montant des investissements publics qu'elles font en R&D, dont elles ont bénéficié, ainsi que le montant des contributions qu'elles ont versées aux organismes publics. Et ces montants seront publiés ensuite sous forme agrégée dans le rapport annuel du CEPS. Enfin, l'article 4 concerne les données prospectives, où en fait, chaque entreprise s'engage à fournir à titre individuel des données prospectives afin d'appréhender l'arrivée des futures innovations thérapeutiques qui sont susceptibles d'avoir un impact budgétaire significatif pour les financeurs ou un impact significatif sur l'organisation des soins à un horizon de 5 ans. Les entreprises devront par ailleurs également partager avec le comité une analyse prospective de l'arrivée des innovations thérapeutiques à partir de l'horizon scanning qu'elles effectuent sur la base des données des études cliniques. Donc voilà un tout petit peu cette synthèse de l'accord cadre. Nous vous ferons parvenir cette synthèse très rapidement afin que vous puissiez en bénéficier. J'en profite également pour vous annoncer la prochaine tenue d'un webinaire que le GERS va organiser concernant son nouvel outil Mediprime, donc, qui est un outil de suivi des impacts des variations de prix sur le médicament, donc le suivi des baisses de prix. Et ce webinaire aura lieu le 23 mars à 12 h. Et on vous convie de vous rapprocher de vos commerciaux GERS pour vous inscrire à ce webinaire. Donc, de nombreuses manifestations organisées par le GERS pour les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie très chaleureusement pour votre très importante participation à cet atelier. Encore une fois, merci à David, merci aux équipes du GERS, à Christelle et à Stéphane, qui ont permis de réaliser dans les meilleures conditions cet atelier. Et nous vous donnerons rendez-vous pour le prochain atelier où on pourra faire un bilan 1 an après de la situation, 1 an après le démarrage de cette pandémie Covid. Au revoir et bonne journée à tous.